saisie, le consommateur est lui-même aussi responsable. Moi, j'ajouterais quelque chose. Avec l'ONSA, il y a d'autres organismes qui, à chaque fois, se mettent pour donner des autorisations, etc. Mais quand il y a un problème, tout le monde se retire et ils disent que c'est l'ONSA qui est derrière qui est à l'origine de ce problème, ça c'est mauvais. Donc, nous كنقولوا هنا الصراحة بعلمية وعلميا وكل شيء. ياك السي نجيب ظهر لي. C'est ce qui se passe dans le terrain. Ok. Et alors, le débat est ouvert. On a 10 minutes parce que le déjeuner va se refroidir. Il y a un déjeuner marocain qui vous attend. C'est Karim Louali. Le micro. Ouais. Bonjour tout le monde. Alors moi je salue toujours l'enthousiasme avec lequel CIZI défend son institution. J'aime bien ton patriotisme. Alors c'est vrai que l'ONSA n'est pas responsable de l'informel, alors que c'est l'informel qui est responsable des maux de la population. Et c'est vrai que l'éducation de la population est un point essentiel. Moi j'aimerais bien lui poser la question, pourquoi l'ONSA ne ferait pas de l'éducation pour la population ? Moi, je pense que ça devrait être dans ses attributions, c'est-à-dire elle ne peut pas contrôler l'informel. Et je trouve que faire de la sensibilisation directe, il suffit de choisir les bons canaux, on en a aujourd'hui, et les bonnes personnes qui savent transmettre le message. Moi, j'aimerais bien que l'ONSA, qui a ses outils et qui connaît la loi parfaitement, commence à faire de l'éducation de la population, parce que finalement, l'informel, c'est comme l'histoire du sucre et la taxation, c'est-à-dire que si on n'éduque pas la population, on a beau à surtaxer, on a beau à contrôler, c'est la population qui va aller acheter directement de l'informel. Donc moi je dis que l'ONSA devrait participer à l'éducation de la population vu tout l'outillage qu'ils ont à leur disposition. Et merci. Voilà, je vous remercie de votre question. C'est vrai, votre question est très pertinente et je ne sais pas si vous suivez un peu la page Facebook de l'ONSA. Donc, on a presque chaque jour, on fait passer des messages. On fait passer des messages de communication. C'est vrai, on communique, mais pas assez, je reconnais. La communication reste aussi un outil très important pour aussi sensibiliser le consommateur. Et nous avons perçu cela à travers l'action de l'année dernière. C'est l'année dernière, il n'y avait pas de dégâts parce que nous avons trop contrôlé, nous avons trop communiqué avec le consommateur. Et là, actuellement, nous avons un service dédié à ça et qui ne cesse de passer des messages. Nous communiquons aussi à travers la presse, à travers les médias. Mais aussi, moi, j'aurais aimé quand même, et là, c'est un appel que nous lançons toujours. Nous sommes prêts à coopérer, à communiquer avec l'ensemble des acteurs de la société. Nous répondons présents, et ça nous intéresse d'être parmi les différents acteurs, surtout les associations des consommateurs, qui sont des structures qui peuvent véhiculer le message beaucoup mieux que l'ONSA. Pourquoi ? Parce qu'ils ont plus de moyens sur le terrain. Nous avons un manque en personnel de 1900 personnes, déjà pour assurer les missions de contrôle, pour le contrôle des structures qui sont contrôlées, qui sont autorisées par l'ONSA. Nous n'arrivons même pas à contrôler les établissements qui sont autorisés par l'ONSA pour les reprogrammer pour le contrôle. Et cela n'empêche, nous travaillons actuellement. La dernière fois, nous avons fait une convention avec l'éducation nationale pour sensibiliser les jeunes au niveau des écoles. Et nous répondons toujours positivement à toutes les attentes. Et nos principes, nos valeurs vont toujours vers la cible qui est le consommateur. On veut que le consommateur soit informé. Et on ne peut pas améliorer la sécurité sanitaire si la cible ne connaît pas exactement quelles sont les exigences à ce qu'un produit alimentaire que doit répondre le vendeur, auquel doit répondre le vendeur au niveau des points de vente pour son approvisionnement. Mais aussi, je pose toujours la responsabilité sur le consommateur avant qu'ils achètent
il faut qu'ils soient exigeants. Il faut qu'ils sachent de quel point ils achètent, dans quelles conditions le produit est exposé. Et j'adhère à votre question. Et là, je ne vous casse pas, nous travaillons sur cela. Oui, micro. Est-ce que les fast-foods sont contrôlés par l'OMSA ou par le bureau d'hygiène? Donc voilà, c'est une très bonne question, c'est Satara. La loi SSA, il a dit que l'ONSA contrôle l'ensemble de la chaîne. Mais en arrivant à la distribution, il y a des acteurs qui rentrent. Il faut que tout le monde le sache. Il y a le ministère de la Santé et il y a le ministère de l'Intérieur. Actuellement, ça fait 8 ans de la création de l'ONSA. On n'a pas encore convenu entre nous les exigences pour que ces points de vente soient autorisés. Actuellement, ils sont autorisés selon le conseil communal qui est institué à chaque fois. Aucun contrôle, aucune même mise de l'ONSA sur ces points de vente. L'ONSA, ce qui maîtrise bien, c'est les établissements de transformation, c'est l'import-export, c'est la distribution. Et les élevages, pour le contrôle et par la vaccination. Les points de vente, ça, ce sont le maillon le plus sensible. L'ONSA le contrôle en commission. On n'autorise pas les points, malheureusement, parce qu'on ne peut pas contrôler un produit qui est commercialisé dans une unité ou bien dans un point de vente qui ne répond à aucune norme. Ça, c'est un travail aussi sur lequel nous devons quand même faire un effort. D'accord, une autre petite question, le professeur Taher. L'arsenal juridique pour le lait, je trouve qu'il est très très compliqué. Il est très compliqué. Hein? Il tourne. Donc, l'arsenal juridique pour un cancer le lait est très consistant, très lourd. Est-ce que ceci ne va pas inciter le consommateur à aller vers l'informel? Et c'est ce qu'on voit, parce qu'il y a des laits infantiles qui sont commercialisés au bord de la route, parce qu'ils sont moins chers, ou est-ce qu'ils ont été tarbos, Non, il faut dire que l'arsenal juridique, il est là. Il faut quand même en tirer les grandes lignes, mais aussi les détails un petit peu qui vont et qui touchent un petit peu le consommateur. Là, vous soulevez peut-être un autre problème, l'informel en matière de lait infantile. C'est vrai que c'est une réalité et ça risque de porter atteinte un petit peu à la santé des bébés. Il y a des prix qui sont dérisoires pour ces produits. Il y a notre niveau socio-économique de la population en général. Et donc, les dérives, malheureusement, existent. Mais la réglementation, on doit en tirer profit pour le bien du consommateur, qui est en tout cas ce bébé. Et puis, il reste aussi le bon sens. Moi, je n'en ai pas parlé, en tout cas, en tant que prescripteur. Et je ne suis pas industriel. Les industriels ils font leur boulot. Il y a une promotion qui est derrière. Le prescripteur devrait aussi faire son boulot. Il ne doit pas influencer, il ne pas être influencé aussi par l'industrie. Mais c'est-à-dire, il doit choisir le bon produit pour le bon malade, en quelque sorte, ou là, le bon patient. Bon, l'informel, je ne peux pas sincèrement répondre par rapport à ce volet. Je sais qu'il y a une pharmacienne ici qui va vous répondre très bien pour la question. Elle est là. Que j'ai soulevé par rapport à votre intervention. Je sais que vous êtes pédiatre et responsable. Alors, mais pardonnez-moi, docteur, mais est-ce que vous pouvez répondre à cette question d'abord est-ce qu'ils ne vont pas vers l'informel? Alors, du moment par votre métier, où le code et la réglementation a permis de vendre et commercialiser, pour la première fois, j'en profite pour le dire à voix haute, j'en profite. Une fois qu'on a permis au lait maternel, enfin au lait de substitution d'être vendu dans les grandes surfaces et être stocké dans des hangars avec les autres produits alimentaires, je ne sais pas quoi, là, toute
les autres points de cette réglementation, quelque part, entre guillemets, sont tombés pas à l'eau, parce qu'il y a eu beaucoup de travail derrière, mais on a été un peu dégoûtés, un peu indignés, parce que, et aussi, on a récolté, malheureusement, les pharmaciens récoltent toujours des problèmes, parce que lorsque il y a une mauvaise... tous les points de vente des grandes surfaces ne sont pas toujours très bien surveillés, et on a eu des cas d'empoisonnement, parce que le stockage a été mal foutu. Bon, alors autant c'est toujours l'histoire de l'informel et du formel. Autant sur les pharmacies, on vient avec tout un arsenal de contrôle et de chaînes d'inspecteurs, etc. Et on est obligé de suivre. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le pharmacien n'a pas de marge sur la nutrition du nouveau-né. Nous, on récupérait un peu la maman et le papa et sur les autres produits, mais sur le lait lui-même, il n'y a pas de marge. Ça, tout le monde le sait. Alors, je me demande si, pour les grandes surfaces, c'est pareil. Ça m'étonnerait fortement que ça soit... Parce que vous n'avez pas parlé de ça. Et ça, c'est un point qui, commercialement parlant, oui, alors... Non, il n'y a pas de marge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous présentez, et on a ce problème pendant les gardes, je viens d'en passer le week-end dernier, il se présente pour 2 boîtes de lait et il me présente sa carte. La carte... monétique, la carte internationale de la CMI pour passer une carte pour payer. Eh bien, imaginez que je n'ai pas de marge sur un produit et je vais être payé et prélevé, je vais me faire prélever une marge parce que notre conseil de l'ordre n'a pas eu, il a d'autres chats fouettés peut-être, que d'aller faire des conventions avec le centre monétique et dire ce n'est pas normal qu'on nous pioche sur, ça c'est une autre paire de manches, des pourcentages sur des produits d'abord, alors sur le médicament, le prix, pas moyen de changer quoi que ce soit, et on nous pioche sur la marge, mais pire, sur le lait de substitution, il devrait que je mette de ma poche sur le lait. Alors, c'est un point de réglementation qui me tenait à cœur et que je devais dire parce que, 1, il y a un problème de stockage au niveau des grandes surfaces. 2, il y a un problème de marge. Excusez-moi, moi je termine juste. Vous avez parlé tout à l'heure des outils et des outillages. Avant, on avait et on recevait les carnets de santé, les fameux petits carnets de santé pour les nouveau-nés. Alors, je connais c'est les laboratoires de lait infantile. Maintenant, du moment que nous ne sommes plus leur cible, c'est plutôt les grandes surfaces, ben, plus personne ne vient nous. Avec les présentations avec leur outillage, ils passent dessus parce qu'ils viennent avec des conditions commerciales, c'est plus du commercial. 3 cartons, 6 cartons, 10 cartons, qu'est-ce que vous faites? Oui, non, au revoir et merci. Alors qu'avant, c'était très intéressant de recevoir, parce qu'on recevait aussi les petits carnets de vaccination, les petits conseils destinés aux mamans, etc. Alors là, ça nous pousse maintenant, aujourd'hui, à faire leur travail, parce que quand vous dites qu'ils n'ont pas le droit de donner d'échantillons, à la bonne heure, il en profite. C'est l'industriel. Il ne donne plus d'échantillons. Ils ne donnent plus de produits gratuitement. Je ne sais pas si c'est pareil pour Goutte de lait à Casablanca, parce que je crois qu'ils en profitent quand même, et heureusement. Donc, à Homa, ils détournent. Shift soit, je ne sais pas comment ils font. Mais au lieu qu'on oblige ces gens-là à donner, au moins pour les maternités ou les centres où il faut, genre Goutte de lait, non, moi j'aurais bien voulu, mais je suis interdit d'eux. Donc c'est une réglementation à double tranchant. Alors j'ai fait un peu le tour. Docteur Misk, s'il vous plaît. Ah oui, mais il faut poser la question. اجي نسولك دكتور ميسكو علاش كتاخذوا من عندهم انتم داك اللي كتبيعهم ما تاخذوهم وشجعوا لا ليطمو ماتيرنيل. Aujourd'hui c'est ce qu'on fait. Voilà, شجعوا لا ليطمو ماتيرنيل. Lorsqu'il parle de, c'est mon dernier point, du HA. Le fameux lait HA, ou la hypoallergénique,
Est-ce qu'il est vraiment hypoallergénique? Ça, c'est la grande question. À la fin, pour poser la question au professeur, j'espère avoir une réponse, parce que moi, je n'ai pas de réponse à donner claire. Oui, non. Alors peut-être pour les autres remarques, moi aussi j'adhère à toutes vos réflexions. Je suis peut-être mal placé pour répondre par rapport à l'informel, par rapport à ce que font un petit peu les distributeurs, les industriels. Mais c'est-à-dire, moi je suis prescripteur, je suis professionnel de santé, je dois recommander peut-être un produit X ou Y en fonction un petit peu des situations. Bon, désolé, je n'ai pas de réponse pour ça. Mais sinon, pour les laits HA, c'est des laits effectivement hypoallergéniques qui ont un certain nombre de caractéristiques, c'est-à-dire que c'est des laits avec des protéines partiellement hydrolysées. On retrouve quand même des chaînes de polypeptides, mais c'est-à-dire des chaînes réduites, ce n'est pas comme les protéines entières. Et l'idée derrière, c'était en proposant justement ces laits à protéines partiellement hydrolysées, c'est d'éviter la déclaration d'une allergie chez un enfant qui est prédisposé. C'est-à-dire la recommandation ou la prescription de ces laits, c'était en tout cas des laits qui étaient destinés à des enfants qui ont un terrain atopique. C'est-à-dire quand la maman ne peut pas allaiter ou qu'elle doit introduire un lait artificiel, on lui conseillait un lait hypoallergénique. Ce n'est pas un lait anti-allergique, ça c'est différent. Parce que vous avez les hydrolysants de protéines de lait de vache, c'est des laits qui sont hydrolysés d'une façon extensive. Là, ce sont les laits indiqués quand l'allergie se manifeste. Donc il y a la nuance. Il faut dire que même pour ces laits HA, l'indication actuelle, voilà, elle a été revue et il paraît que on exigeait auparavant un minimum de 6 mois de suivi de ces laits HA pour éviter tout ce qui est dermatite atopique, tout ce qui est manifestation allergique. Mais là, les avis divergent. Il y a des études toutes récentes qui n'ont pas montré vraiment d'intérêt à prescrire un lait HA pour prévenir l'allergie. En tout cas, ces laits avec des protéines partiellement hydrolysées qui peuvent parfois servir pour justement les enfants qui ont un terrain atopique. On préfère commencer au moins par un lait HA plutôt que de donner un lait à protéines entières chez les enfants qui ont un terrain atopique. Voilà. Bien, c'est Rasfa Mourad, professeur. جاك الجوع سير تاكل حنا نساليو على خاطرنا يا اخي ودابا غضبتي واقيلا ياك ها Vous avez une question, monsieur, derrière professeur Rasfa? Personne. Alors on va aller déjeuner, Inch'Allah. Hein? Quelqu'un au fond, oui, il y a quelqu'un au fond. Mais vite fait, s'il vous plaît, vite fait. Allah yakhlik. C'est sûr pour vous. Merci, Monsieur le Bourg. Tout d'abord, je veux remercier les membres de la Bureau de la Semaine pour l'organisation de ce colloque. Je voudrais profiter de l'occasion de présence de M. Azi parmi nous pour poser une question. C'est une question d'actualité. Dit dernièrement au problème de la fièvre afteuse, les foyers qui ont déjà trouvé dans différentes régions de Maroc, les consommateurs s'interrogent et la discussion s'ensuit. Est-ce que la question c'est existe-t-il, est-ce qu'il est possible ou un risque de transmission de la maladie indirectement par la consommation de viande, surtout les viandes issues de l'abattage clandestin? Merci. Je vous réponds en deux petits mots. L'ONSA a largement communiqué sur ça. Il n'y a pas de risque pour la consommation de viande, mais il y a un très 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 faible risque pour la consommation du lait. C'est pourquoi il faut consommer le lait pasteurisé. Toujours on conseille à ce que le lait pasteurisé soit et éviter les laits de colportage. Pour la transmission par la viande, c'est presque négligeable. Voilà. Merci. Bon appétit, ça se passe à côté, à droite, en sortant de la porte du bas.